Alain Poutou, ce n'est pas le prophète qui donne les prophéties. Comme je le disais le matin, on aime bien animer comme ça, mais on l'appelle dans certains milieux prophète. Alain, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Alain Poutou. Bonjour aussi à votre confrère. Vous êtes directeur général d'Africa RH Consulting. Vous aidez les Congolais dans la reconversion ou la conversion professionnelle. Vous redonnez de l'espoir pour les gens qui ont déjà commencé à ne plus espérer par rapport aux filières de leurs études. Ce matin, nous parlons avec vous de l'enseignement supérieur universitaire. Nous sommes dans ce domaine. Le système LMD, est-ce une solution ou tout simplement une imitation servile? J'ai utilisé les figures de style pour ne pas choquer certaines personnes. Je ne suis pas seul à vous interroger. Je suis avec le grand frère de Moïse, Aaron Kankou. Bonjour, monsieur Aaron. Oui. Bonjour. Le porte-parole de Moïse. Moïse fut un prophète. Vous aussi, vous êtes un prophète, donc il peut... Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour être votre porte-parole, c'est pour vous poser quelques questions. Alain, Aaron, je vais revenir à vous. Je pose la première question. LMD implique la partie théorique avec les professeurs à thèse et ça implique aussi la partie pratique avec les praticiens dans le secteur qui viennent soit dans les auditoriums, soit dans les milieux professionnels pour parler aux étudiants. Et généralement, c'était fait en sorte que les cours pour les professeurs à thèse ne puissent pas occuper toute l'année académique. Mais ce qui se passe sur le terrain, c'est autre chose. Alain Poutou, vous avez la parole. Êtes-vous déçu ou vous êtes dans la joie que ce système continue? Merci beaucoup, monsieur Lumbala, pour votre invitation. Je salue tous les téléspectateurs de cette grande chaîne. Je salue aussi les promoteurs de cette chaîne parce que c'est vraiment une chaîne qui réunit les normes qu'il faut. Parce qu'on était un peu complexé à l'époque. Il faudrait regarder TV5, regarder France 24. Mais c'est intéressant de se retrouver dans un cadre comme celui-ci. Merci. Je pense que ceux qui ont mis des moyens pour que ceci soit tel que je viens de voir méritent qu'on puisse les féliciter. Surtout vous qui êtes sur le plan opérationnel. Si je vois la qualité des émissions qui se passent ici, je vois votre grille de programme. Franchement, vous êtes à féliciter. Merci Alors, beaucoup, je Alain. voudrais aussi saluer à travers cette caméra la révérende sœur Dr Anastasie, qui est professeure à l'université de Lubumbashi dans la faculté de psychologie. Cette religieuse a défendu une thèse qui m'a vraiment impressionné. Elle a parlé de la culture de la paix. C'est une religieuse de Don Bosco. Oui, sœur salésienne de Don Bosco. Voilà. Elle a défendu Et sa nous thèse. saluons toutes les religieuses de Don Bosco à Lubumbashi. Tout à fait. Voilà. Alors, elle a défendu sa thèse sur un sujet intéressant. Parce que, vous savez, le pays s'est engagé sur la voie du dialogue, n'est-ce pas? Alors, sœur Anastasie Apentien, professeure à l'université de Lubumbashi, a défendu une thèse avec comme thème la culture de la paix par les contes traditionnels. C'est-à-dire, j'ai assisté à sa soutenance. C'est que sœur Anastasie avait développé lors de sa soutenance. Aujourd'hui, quand je vois les pays qui s'engagent au dialogue, je me dis, cette religieuse avait en fait vu des choses bien avant. Donc c'est pour cela que je la salue et je demande même au gouvernement de la consulter lorsque ils vont commencer des dialogues parce que c'est quelqu'un qui a une très bonne approche. Elle a exploré les contes de chez nous dans sa thèse pour ressortir la sagesse et surtout la richesse du dialogue. Tout à fait. Ce matin, Nabetile Lisolo, il y a l'Assemblée générale extraordinaire élective de tous les animaux, là où le chien a été élu roi. Mais la suite a été connue. C'était aussi un conte de chez nous. Ah voilà, ça c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Donc c'est pour cela que j'ai dit, même UNESCO devrait normalement chercher
la révérende sœur Anastasie Apentien, qui est professeure aux facultés de psychologie à Lubumbashi, parce que je vois que c'est que cette sœur a produit comme travail. On devrait en faire des livres pour vendre dans des librairies, qu'on mette ça dans des bibliothèques, que les gouvernements, les décideurs puissent même utiliser son travail, parce que elle a vraiment mis l'accent sur comment on peut prévenir des conflits en mettant en avant la culture du dialogue, mais en passant par les contes traditionnels. Elle est allée très loin, disant que normalement, les contes traditionnels devraient être enseignés à partir de l'école primaire, de l'école secondaire. Pourquoi? Ceux qui sont comment j'appelle les artisans du conflit ou des conflits aujourd'hui, c'est-à-dire sont des gens en fait qui n'ont pas appris la sagesse à partir d'en bas. La sagesse africaine. Tout à fait. Au lieu d'écouter vos influenceurs raconter leurs histoires, par moment dans quel état, mieux vaut écouter les contes, écouter les contes traditionnels. Traditionnels, c'est très important. Qui font partie de toute une pédagogie, de toute une éducation. Donc, je pense que vous, en tant que journaliste, vous devez aussi vous approprier de la dissertation de cette religieuse, au besoin la recevoir, voilà, la recevoir pour que vous puissiez en fait l'écouter, qu'elle essaye un peu d'expliquer en fait comment est-ce qu'elle est arrivée à penser de cette manière. Mais le problème avec les religieuses, il faut écrire à la mère générale, il faut qu'on donne l'autorisation. Elle est professeure des universités, c'est une chercheuse, c'est intellectuelle. Elle n'est pas soumise à une autorisation pour communiquer sa pensée. Très bien. Alors, LMD. LMD. Merci beaucoup. Monsieur le journaliste, moi je pense qu'il faudrait qu'on puisse comprendre la chose. Pourquoi on a adhéré à ce système LMD? C'est ça la bonne question. Vous voyez? Avant, on avait notre système traditionnel. 3 ans de graduat et 2 ans de licence. Oui, mais attendez, c'était comment? Par exemple, je vous prends le cas de cette religieuse dont je venais de parler ici. Lorsqu'elle a étudié en Italie, à Rome, elle m'a dit que la licence à Rome, c'était 4 ans. Donc, vous faites 4 ans, vous êtes licencié. Nous, ici au Congo, on faisait 5 ans. Si vous allez dans des pays anglophones, la même licence, les gens faisaient 3 ans. Que nous faisons 5 ans ici. Donc, alors, on a adhéré dans ce système LMD pour raison d'uniformisation, pour standardiser. C'est un peu comme avec le système comptable OADA. Le Congo avait son plan comptable général congolais, parce que j'ai fait des études en sciences commerciales et financières, que j'ai étudié. Alors, j'ai étudié le plan comptable plan comptable général congolais. Après, on a maintenant adhéré au plan OADA, c'est-à-dire pour raison d'uniformisation, de telle sorte que partout où nous sommes, on n'a pas de problème, c'est-à-dire un comptable du Congo tient la même comptabilité que celui qui est à Brazzaville, qui est au Gabon, qui est au Togo. Alors, nous avons adhéré à ce système LMD, comme je dis. Si vous voulez attaquer, si on était dans un domaine judiciaire, si on veut attaquer une décision judiciaire ou on veut contester un jugement, on l'attaque par sa motivation. Il faut lire la motivation qui a poussé au juge de rendre sa décision. La même chose avec le système LMD. Il faudrait d'abord, monsieur le journaliste, comprendre quelles étaient les missions ou les objectifs du système LMD. Pourquoi nous avons adhéré à ce système? Donc, déjà le fait que les objectifs, moi, je les ai beaucoup appréciés parce qu'en fait, on veut que vous ici, vous pouvez étudier ici, lorsque vous allez par exemple au Cameroun, que vous n'ayez pas de problème. C'est-à-dire, j'étais ici en première année, ce qu'on appelle Bac plus 1 ou L1, j'arrive au Cameroun, je peux directement commencer la deuxième année. C'était pour raison d'uniformisation. Ça, c'est 1. De 2, c'était d'abord pour l'employabilité, parce qu'on avait compris que les systèmes traditionnels peut-être ne pouvaient pas permettre à ceux qui finissent les études universitaires d'être employables. Maintenant, le vrai problème avec ce système LMD, s'il faut le dire en toute objectivité, c'est que l'idée est bonne, mais on a failli à la préparation. C'est-à-dire, on a compris les objectifs du système LMD, mais la deuxième étape aurait été
d'analyser les conditionnalités. Comment faire pour organiser le système LMD? Ça demande quoi? Vous pensez que ça n'a pas été... non, je suis dubitatif. Il y a eu les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire à Lubumbashi. J'étais avec vous sur un plateau pour parler des objectifs. Et je vous avais dit que j'étais très dubitatif de ce qui va sortir de ces états généraux. Et aujourd'hui, vous me donnez raison. Vous voyez? C'est-à-dire, les problèmes, c'est quoi? Je vous ai dit, il faut comprendre les objectifs. Et les objectifs, nous les avons compris. Ça, il ne faut pas concevoir la face. On a compris pourquoi est-ce qu'on doit adhérer au système LMD. Mais les problèmes de ce système, si aujourd'hui au Congo, excusez-moi, je dis que c'est un système qui est venu, au fait, déranger même les systèmes traditionnels qui étaient avant. C'est un système que je suppose, au contraire, asphyxie les parents. C'est un système qui coûte trop cher par rapport au système traditionnel et malheureusement, c'est un système qui ne donne pas satisfaction, s'il faut le dire de manière claire et brute. Voilà. Aaron, vous avez une question? Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour pouvoir comprendre comment organiser ces systèmes ici en RDC? Oui, j'ai répondu en partie, c'est-à-dire quoi? On a compris la motivation, c'était pour standardiser, qu'on soit dans les standards internationaux, ça c'est clair. Mais maintenant, les conditions, ce système LMD exige quoi? Par exemple, du point de vue infrastructure, du point de vue matériel et du point de vue ressources humaines. On devait d'abord faire l'inventaire des conditions, des exigences pour organiser les systèmes. Une fois qu'on a fait cet inventaire, on sait maintenant regarder qu'est-ce que nous disposons, qu'est-ce que nous manquons. Aujourd'hui, sommes-nous prêts pour directement adhérer ou basculer à ces systèmes ou bien on doit basculer dans ces systèmes palier par palier? Mais malheureusement, nous, on a basculé dans ces systèmes de manière brute, c'est-à-dire une globo, comme les latinistes aiment dire, sans débat, sans pour autant entrer dans les fonds analysés. Et aujourd'hui, regardez, presque toutes les institutions d'enseignement supérieur universitaire avec toutes les filières qui ont basculé dans LMD. Est-ce que certaines filières, est-ce que ne pouvaient pas attendre? Est-ce que toutes les filières devraient se basculer au système LMD? Alors, ça c'est déjà la question. Deuxièmement, messieurs les journalistes, regardez les contenus. Monsieur Lumbala l'a dit ici, que l'idée au départ était de faire 50-50, 50% théorie, 50% pratique. Mais la pratique, qui devait les assurer? Vous m'avez invité sur ce plateau. Ici, je ne suis pas en train de faire des supputations. Je vous donne des faits réels. J'ai des neveux et des nièces pour qui je paye les frais académiques dans ces mêmes systèmes LMD. Monsieur le journaliste, j'ai fait les études en sciences commerciales et financières, mais j'étais très choqué de constater, par exemple, que un neveu, en première année, me demande, d'ailleurs c'est chaque année, hein, il y a l'argent des laboratoires. Depuis quand les ressources humaines ont des laboratoires? Est-ce qu'on a un laboratoire aux ressources humaines? Ça existe où? On a un laboratoire en comptabilité. Mais vous payez les frais de laboratoire, vous payez les frais de pratique professionnelle, vous payez les frais de réinscription, vous payez c'est-à-dire, vous regardez les chapelets des frais qu'on a dans le système LMD, mais vous vous dites, mais c'est, en fait, c'est un système qui est venu pour rançonner les parents, parce que sur le fond, le système n'a pas changé. J'ai certains étudiants que j'encadre, parce que moi je suis un spécialiste des ressources humaines. Quand j'essaie de discuter avec les étudiants que j'encadre, mais je me pose la question, quelle est la différence entre l'ancien système et le nouveau? Pourquoi? Parce que, en fait, il faut comprendre une chose. Lorsque vous formez quelqu'un pour l'employabilité, il faut lui donner des enseignements, vous lui donnez des matières qui vont lui permettre, en fait, d'être opérationnel. Mais dès lors que ce qu'on enseigne aux gens ne cadre pas avec ce qu'on fait au bureau, qui est-ce que vous voulez former? Vous êtes ici journaliste. Dites-moi, depuis que ce système a commencé, quel jour une institution d'enseignement supérieur universitaire qui a la filière de communication est venue vous prendre pour aller à l'auditoire et expliquer aux étudiants qui font le journalisme comment on présente un journal ou comment on présente une émission?
Je ne sais pas. Je ne réponds pas, mais je vous pose la question. Le même système des demandes, des lettres de demande des stages venant de décanat, hein, et par moment, c'est en noir et blanc, c'est-à-dire des photocopies. Oui, c'est une même lettre. Les étudiants terminent le stage. Les étudiants de 3e licence terminent leur stage. Et les stages, c'est souvent... un mois ou deux. Non, 2 semaines, 3 semaines. Un mois à la rigueur. Non, je vous et informe, avec ce système, l'encadreur de stage ne passe même pas. Il passe même pas pour faire les suivis du stage des étudiants. Et curieusement, et donc je dis bien pire encore, ce sont les mêmes étudiants qui amènent les fiches de cotation. Vous terminez la cotation, ils sont les mêmes qui ramènent les fiches de cotation à l'université. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça la conséquence de copier-coller. C'est-à-dire que parfois, il y a des réformes ou des choses qui existent qui ne cadrent pas avec notre contexte. On devait aller palier par palier. C'est ce que moi, je vous conseille. C'est-à-dire, il y a même une interpellation, j'ai suivi, je crois, au mois de mai, son Excellence, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, avait été invitée au Sénat, toujours par rapport à l'organisation de notre système éducatif. Aujourd'hui, si vous regardez comment est-ce que l'enseignement est organisé au niveau de l'université, par moment, vous vous posez la question, est-ce que ça vaut encore la peine de continuer à aller à l'université ou alors il faudrait, après un diplôme d'État, passer directement dans des écoles de formation ou des écoles de métiers? Parce que honnêtement, l'université est devenue comme un prestige, mais dans les fonds, la formation ne permet pas de répondre aux besoins réels du marché de l'emploi. Vous avez des enseignants parfois qui assurent des cours qui n'ont rien à voir avec ce qu'eux-mêmes font sur le terrain. Comment pouvez-vous imaginer qu'un enseignant enseigne le cours de comptabilité à l'université, mais lui n'est pas comptable dans une entreprise, moins encore son assistant? Mais qui est-ce qu'on est en train de former? On forme les comptables ou on donne le cours de comptabilité? Quelqu'un qui donne le cours de ressources humaines à l'université de toute sa vie, il n'a jamais été chef du personnel, il n'a jamais été le responsable des départements des ressources humaines ou les directeurs des ressources humaines. Mais qui est-ce qu'on forme? On donne le cours de ressources humaines ou on forme des gens qui vont travailler en ressources humaines? Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faut, comme vous l'avez dit, de faire 50-50. Aujourd'hui, la partie pratique, que moi je considère comme la partie professionnelle, on n'a pas besoin, M. Lumbala, d'avoir une thèse en communication pour former les gens sur comment présenter un journal ou une émission. Mais aujourd'hui, s'il faut aller donner cours à l'université, on a besoin des gens qui ont distingué. Est-ce que pour être professionnel, il faut nécessairement distinguer à l'université ou avoir une thèse? Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on sache ce qu'on veut. Moi, je pense, pour un cours de 120 heures, on pouvait confier 60 heures au professeur ou à docteur à thèse, n'est-ce pas, parce qu'il va enseigner la partie de réflexion, la partie de recherche. Et les 60 heures autres, vous allez dans une entreprise, vous faites recours à quelqu'un qui occupe cette fonction-là ou qui a déjà été dans cette fonction. Je peux vous donner un exemple simple. En sciences commerciales et financières, nous, on a eu des cours de comptabilité, on a eu des cours d'audit, on a eu des cours de fiscalité. Alors qu'on a ici l'inspection générale des finances. Il y a certains inspecteurs de finances qui ont pris leur retraite en tant qu'inspecteurs des finances. Est-ce qu'on peut pas aller, par exemple, chercher ces inspecteurs-là qui viennent de donner les cours d'audit à ceux qui font l'économie, à ceux qui font comptabilité ou sciences commerciales et financières? On a connu dans ces pays un inspecteur général chef de service que moi j'appelais les chiens méchants, M. Jules Alinguete, qui est aujourd'hui à la retraite. Est-ce qu'on ne peut pas faire recours à lui, qu'il organise par exemple des séminaires dans des institutions d'enseignement supérieur universitaire qui ont sciences commerciales et financières, économie, consort, oui, qui donnent par exemple le cours d'audit? Est-ce qu'il faut nécessairement qu'on fasse recours à un professeur qui a une thèse? Je vais vous donner encore un autre exemple, parce qu'on parle de l'employabilité. Africa RH Consulting ne peut pas faire appel à Jules Alinguete pour une formation pratique, par exemple. Mais c'est justement ça. Moi, j'étais étudiant à l'Institut supérieur des commerces, qu'on appelle actuellement Haute École de commerce. Monsieur le journaliste, vous savez ce qui m'avait frappé? Laissez-moi le dire ouvertement. J'étais en première année graduat. On a 5 classes de première année. Il y a des A jusqu'en E. Maintenant, chaque classe de première année A avait son professeur enseignant de comptabilité.
Et parmi ces enseignants, ceux qui étaient en première année A avaient comme enseignant de comptabilité un inspecteur général de finances, M. Mokalalir Yakambale, que je profite aussi de saluer sur ce plateau. Alors, M. Mokalalir, quand vous regardez les cours, je vous dis, on est nous tous dans une même institution. Je regarde les cours de comptabilité de M. Mokalalir, je regarde les cours de comptabilité des autres enseignants, même institution, même promotion, mais en termes de contenu, ça semble ne pas être la même chose. Vous savez pourquoi? L'autre, c'est un praticien qui vient à l'auditoire, qui vous enseigne la comptabilité par rapport à ce qu'il constate dans les entreprises quand il fait des audits. Vous voyez la différence. Oui. Donc, normalement, avec le système LMD, on aurait dû mélanger les praticiens et les professeurs ou les docteurs à thèse. Voilà, il y a beaucoup à dire. Alors, mercredi prochain, comme le politique Philippe Woundi n'est pas venu, nous allons consacrer la rubrique invitée à Alain pour terminer la partie théorique et puis nous montrer les pistes lorsqu'on a raté. On est sorti du système LMD à Longinaye. Comment on peut récupérer avec son diplôme à Longinaye sur le terrain? Nous vous aurons parce que Yves doit faire le direct. Effectivement. Yves Lomba doit faire le direct maintenant. Tous ces invités sont déjà au point. Nous laissons le volet prophète, ça va venir dans la partie pratique. Ça, nous sommes encore dans les généralités. Exactement. Merci Alain Poutou et nous saluons tous ceux qui nous ont suivis. Quelqu'un m'a dit ici, Tika Aaron Kankou a posé ma question. Bon, nous avons une réalisatrice à la cité qui non, c'est Alain est bien avec son confrère l'aîné et toujours poussé comme papa Massamba disait topouiller moi non, sur le plateau il n'y a pas de moines et des grands, vous êtes confrères. Merci Alain. Page rose, les lois athées. Les lois athées. Nous attendons Yves ici. Yves, récupérez le siège.